personnalité et pourquoi les foules sont-elles prêtes à croire leurs promesses? Ces questions se posent également sur un mouvement qui est considéré comme l'organisation mère des islamistes du monde entier. Créée il y a 80 ans en Égypte, la confrérie des frères musulmans est et demeure une énigme. Elle défend les lois de la charia tout en jouant un rôle social. Les frères musulmans veulent punir l'adultère par la lapidation, mais ils viennent toujours en aide aux plus démunis et aux malades. Les frères musulmans ont un côté paradoxal, et c'est bien cela qui les rend dangereux. Peut-on les croire lorsqu'ils prêchent la prééminence d'un islam sans violence, puis écrivent des ouvrages qui divisent l'humanité en deux catégories, les musulmans et les autres que l'on peut combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent? Quel est le rôle des frères musulmans dans le terrorisme international? Dominique Hennequin a réussi à rencontrer certains responsables de l'organisation qui préfèrent en général rester dans l'ombre. Le Caire, mosquée Al-Azhar. La prière du vendredi à peine terminée, la politique succède à la religion. Celui qui est soutenu par les États-Unis et Israël n'est pas de notre côté. Il ne peut rien nous apporter de bon. Quant à celui que l'Amérique et Israël prennent pour ennemi, lui est notre allié, car c'est en lui qu'est notre avenir. Au cœur du Caire touristique, Al-Azhar est un haut lieu de l'islam sunnite. C'est aussi une tribune de la contestation. Le site est particulièrement surveillé par la police secrète. Prêches enflammés contre l'Amérique, Israël et l'Occident, mais aussi opposition ouverte au régime du président Moubarak. Cette opposition est organisée par une confrérie à la fois populaire et secrète, interdite mais tolérée, l'Organisation des Frères musulmans. Oussama Ben Laden ou Ayman al-Zawahiri ont plusieurs fois croisé leur chemin. Officiellement représentés au Parlement égyptien, ses disciples prônent la charia, la loi coranique comme seul fondement de l'État. Inspirateurs du Hamas et du djihad islamique, peut-on croire ces guides qui affirment condamner la violence et prônent un islam réformateur? Du Caire, au cœur du Londonistan, nous avons rencontré les leaders de cette organisation islamiste et tenté de comprendre qui sont vraiment les frères musulmans. Nous sommes dans le village de Barnacht, une cité populaire à une cinquantaine de kilomètres du Caire. Cette circonscription est tenue par les frères musulmans. L'homme que nous sommes venus rencontrer s'appelle Ahmad Abdouchaboun. C'est le premier imam de la confrérie à avoir été élu député. Arrêté à plusieurs reprises par la police égyptienne, il est aujourd'hui interdit de prêche. C'est donc en simple fidèle qu'il se rend à la mosquée. Ahmad Chaboun ne peut plus mener la prière et les contacts avec la presse, surtout étrangère, lui sont interdits. Le député imam a pourtant accepté de nous rencontrer. Il va nous expliquer le fonctionnement de l'organisation des frères musulmans. Une façon pour lui de montrer que la confrérie n'a rien à cacher. En premier lieu, le système de la confrérie fonctionne comme celui d'une horloge, avec plusieurs niveaux. Nous disposons d'un guide, d'un collège de conseillers, d'une assemblée de frères et de bureaux administratifs dans chaque département. Chaque niveau dispose d'un chef doté des compétences adéquates. Supposons que le gouvernement ou le conseil des ministres démantèle le premier niveau, il y en aura toujours un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, jusqu'au dernier membre de notre organisation. Ainsi, grâce à Dieu, il est impossible d'arrêter notre progression.
Une organisation pyramidale qui fait peur au régime égyptien. Informé de notre présence, la police vient mettre un terme à notre entretien. Nous devons rapidement nous éclipser. À chaque instant de notre enquête, nous devrons nous méfier de cette police omniprésente qui contrôle le pays. Officiellement, 88 députés frères musulmans sont élus au Parlement égyptien sur 450 sièges. C'est la deuxième force politique du pays. Un succès qui n'empêche pas les interpellations et les pressions du régime Moubarak. Car l'organisation des frères musulmans est très populaire parmi les classes les plus défavorisées d'Égypte. Une population frappée par le chômage, soumise à la corruption générale et qui n'a pas accès aux droits les plus élémentaires. Les frères musulmans ont pris la place de l'État, qui a déserté depuis longtemps cette région oubliée et déshéritée. La confrérie est particulièrement présente dans le delta du Nil. Comme nous allons nous en rendre compte, l'enseignement des frères débute dès le plus jeune âge, à l'école. Des écoles ouvertes aux plus pauvres dans ce pays où l'accès à l'éducation coûte extrêmement cher. C'est le directeur de l'établissement en personne qui nous accueille. Salam alaikum wa rahmatullah. Tfaddalou adou. Kullu sana wa antum tayyibin. Il nous a exceptionnellement autorisé à filmer sa madrasa. Nous imaginions trouver une école coranique traditionnelle, mais en fait, la confrérie affirme sa volonté de former une élite. Au programme dans la quarantaine d'écoles des frères musulmans, il y a bien sûr des cours de Coran, mais aussi des mathématiques, de l'anglais et de la littérature. Parmi ces enfants, beaucoup sont destinés à faire de longues études. Nous nous concentrons sur l'enseignement du Coran en considérant que c'est une matière fondamentale, comme sur celui des mœurs, de l'anglais et de l'informatique, ce qui nous distingue des autres écoles. Notre établissement offre en fait une atmosphère éducative saine, dans une ambiance quasi familiale, basée sur le respect mutuel entre élèves et enseignants. Accès à l'école, mais aussi à la santé. Les frères musulmans ont ouvert de nombreux dispensaires et des hôpitaux comme celui-ci. Le matériel médical est aux normes. Les soins de qualité, accessibles au plus grand nombre. Le directeur de l'hôpital a bien insisté. Nous ne devons pas mentionner le nom de l'établissement. Son témoignage restera anonyme. Par le passé, les autorités ont fait fermer du jour au lendemain plusieurs hôpitaux et emprisonner leurs responsables. Chaque lit est équipé de matériel dernier cri. En fait, dans cet hôpital, nous pouvons accueillir en été jusqu'à 1000 patients par jour, dont une partie en consultation externe. Ici, il n'y a pas de soins gratuits. Toutes nos interventions sont payantes, mais à un tarif avantageux comparé aux autres hôpitaux. Nous complétons en fait le travail de l'État en offrant des services qui peuvent s'avérer indispensables à une grande partie de la population. Afin de comprendre le rayonnement des frères musulmans, nous prenons la direction du Caire, où nous allons rencontrer le vice-guide de l'organisation. C'est la première fois qu'il accepte de se confier à une caméra occidentale. Mohamed Habib veut en effet changer l'image de la confrérie, en finir avec le secret qui nuit à sa réputation. Les frères musulmans sont en quête de reconnaissance et de légitimité. C'est un mouvement qui a été fondé pour permettre une compréhension globale de l'islam. Selon notre fondateur, Hassan al-Banna, l'islam concerne en effet tous les aspects de la vie. Il est en fait indissociable de la notion d'État.
En fait, les frères musulmans sont très nombreux. Ils sont présents dans près de 70 pays. Mais notre confrérie ne constitue en aucun cas une organisation secrète, car cela représenterait un grand danger pour elle. Le Vizguin ne le nie pas, les frères musulmans sont désormais présents bien au-delà des frontières de l'Égypte. Nous avons bien sûr des contacts avec les frères musulmans du monde entier, mais nous n'intervenons en aucun cas dans leurs affaires. Chacun décide en effet de sa situation et des positions qu'il doit prendre, surtout lorsqu'il maîtrise certains problèmes beaucoup mieux que nous. En fait, dès qu'une organisation naît dans un pays, qu'elle partage nos convictions et nos idées, nous la considérons comme faisant partie de l'organisation des frères musulmans. Les frères musulmans rayonnent désormais dans près de 70 pays. En Europe, ils sont particulièrement actifs en Grande-Bretagne. Nous sommes à Londres, dans le quartier musulman de Finsbury, ce qu'on appelle ici le Londonistan. Algériens, Somaliens, Tunisiens, de nombreuses nationalités s'y côtoient. Depuis les attentats du 7 juillet 2005, le Londonistan vit sous l'étroite surveillance de la police anglaise. Le quartier abrite plusieurs mouvements islamistes et c'est dans ces mosquées qu'ont eu lieu les principales interpellations de suspects. Ici, les frères musulmans pratiquent le lobbying politique. Ils dénoncent régulièrement la laïcité, militent pour la séparation des garçons et des filles dans les cours d'éducation physique à l'école. Les frères musulmans financent au sein même des mosquées des bourses d'études ou des aides à la création de start-up. Officiellement, les fonds proviennent de la zakat, l'aumône islamique, et des dons faits par les frères, 7% de leur salaire mensuel en moyenne. Ces mosquées reçoivent aussi l'aide de l'Arabie Saoudite et de plusieurs pays du Golfe. Les dirigeants sont souvent issus d'organisations proches des frères musulmans. C'est le cas de Mokhtar Badri. Lorsqu'il parle à la caméra, le directeur de la maison du bien-être musulman est beaucoup plus direct que ses homologues égyptiens. Son point de vue sur la laïcité est très explicite. Vous êtes laïque et je ne le suis pas. Alors pourquoi vouloir m'imposer votre laïcité ? Je crois que ce monde a été créé par un Dieu invisible, qui a une influence sur nos vies, comme je crois que mon destin est d'aller à sa rencontre, alors que vous ne croyez pas en cela. Je vous respecte, mais vous devez aussi me respecter. C'est la seule façon de s'entendre. Si vous voulez vraiment m'imposer votre laïcité, alors vous me poussez à réagir. Ce lobbying actif auprès de la société et du monde politique semble porter ses fruits et influence régulièrement les décisions du gouvernement britannique. C'est ce que nous confirme Douglas Murray, un spécialiste de l'islam radical. En fait, la confrérie opère de différentes façons dans notre pays. Son principal relais est l'Association des musulmans de Grande-Bretagne, qui est une branche de l'Organisation des frères musulmans. En ce qui me concerne, je crois que beaucoup d'islamistes pensent à juste titre que la violence fait reculer leur cause. Si on leur donne le droit d'user des codes prévus par la charia, le droit d'imposer leur point de vue en Occident et de nous obliger à respecter certains aspects de la loi coranique, comme c'est déjà le cas en Grande-Bretagne. Il est par exemple maintenant interdit de caricaturer le prophète ou qui que ce soit d'autre dès lors qu'il est musulman. En bref, ils n'ont plus aucune raison de poser des bombes. La majeure partie des musulmans de Grande-Bretagne est totalement intégrée, mais 37% des 16-24 ans se prononcent pour l'établissement de la charia au Royaume-Uni. Nombre de ces jeunes fréquentent la East London Bookshop, l'une des librairies islamiques de Londres. Sur les étagères, les ouvrages de Tariq Ramadan,
petit-fils d'Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie. Le numéro 1 des ventes, c'est Shadows in Motion, un DVD sur le complot judéo-maçonnique qui raconte comment les juifs et les francs-maçons auraient pris le contrôle du monde depuis la Révolution française. Un thème récurrent chez les islamistes. Les DVD sur le complot judéo-maçonnique, ça se vend bien? Oui, ça se vend très bien, oui. L'Angleterre s'inquiète de l'influence grandissante des frères musulmans. Ironie de la grande histoire, elle est sans doute à l'origine de sa création. Les frères musulmans naissent en 1928 en réaction à l'échec de la révolte arabe conduite par Lawrence d'Arabie 12 ans plus tôt. En 1916, cet officier britannique est dépêché au Caire avec mission de conduire les Bédouins à un soulèvement général contre l'occupant turc, allié de l'Allemagne. En échange de leur aide, les Arabes reçoivent la promesse qu'ils pourront créer leur propre nation. Mais l'engagement ne sera jamais respecté. Face à cette trahison, Hassan el-Banna fonde l'Organisation des Frères musulmans et prône un islam politique et anticolonialiste. Comme va nous l'expliquer son frère Gamal, qui réside toujours au Caire, le mouvement va très vite grandir, rassemblant de nombreux déçus du nationalisme arabe. Il y avait un vide religieux. Hassan el-Banna a rempli ce vide avec sa confrérie. Au début, c'était un mouvement modeste, il n'y avait que 6 personnes. C'étaient tous des manuels, chauffeurs, jardiniers, artisans qui travaillaient au canal. Ça, c'est le 1er février, après la proclamation de la République en Égypte. Aujourd'hui, les leaders du mouvement sont issus des élites intellectuelles, médecins, dentistes, ingénieurs ou avocats. Cette force structurée fait peur à l'Occident, car les frères musulmans sont associés au terrorisme islamiste international. Mais ce lien existe-t-il réellement? Pour le savoir, nous avons suivi la piste du numéro 2 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Au milieu des années 80, la confrérie, via ses hôpitaux, propose à des étudiants en médecine de partir en Afghanistan sous couvert humanitaire. Parmi les volontaires, un jeune médecin dont le nom va devenir célèbre, Ayman al-Zawahiri, aujourd'hui numéro 2 d'Al-Qaïda. Ce lien entre le bras droit de Ben Laden et les frères musulmans brouille l'image de l'organisation, accusée d'entretenir des liens étroits avec la nébuleuse terroriste. Une accusation balayée par Essam El Arian, le porte-parole de la confrérie, un ami d'enfance de Zawahiri. Lorsque l'histoire d'Al-Qaïda sera écrite, la vérité apparaîtra au grand jour. En ce qui me concerne, je crois qu'Al-Qaïda est utilisé par les médias de façon dangereuse, et cela afin de dénigrer l'islam comme l'ensemble des organisations islamistes modérées. Quelques jours après cet entretien, Essam El Arian est arrêté par la police égyptienne et emprisonné pour activité illégale. Pour en savoir plus, nous partons à la rencontre de Mahfouz Azam. Il est l'oncle d'Ayman al-Zawahiri et c'est aussi son avocat. L'homme vit aujourd'hui dans l'un des quartiers résidentiels du Caire. Il va très vite nous confirmer que les frères musulmans ont beaucoup compté dans l'éducation de Zawahiri. Ayman al-Zawahiri n'appartenait pas à l'organisation des frères musulmans. Il avait même des positions et des opinions opposées aux siennes. En réalité, il pensait que les frères musulmans étaient trop pacifistes, pas assez combatifs et qu'ils ne pouvaient rien changer au système. Mais comme d'autres jeunes en Égypte, il a subi leur influence, comme celle de l'organisation Ansar al-Sunna et d'autres mouvements prosélytes islamistes. Il a beaucoup milité pour que les frères musulmans se métamorphosent en mouvement djihadiste politique, ayant pour but d'organiser un coup d'État. Quelques années plus tard, des frères musulmans, membres de l'association médicale islamique, se sont associés au Croissant Rouge koweïtien basé à Peshawar, au Pakistan, où ils disposaient d'un hôpital. Ils ont demandé à Ayman d'y aller.
Et bien que les membres de cette institution soient des frères musulmans égyptiens, il a quand même accepté de s'y rendre. Aujourd'hui, plusieurs mouvements islamistes radicaux, tels le Hamas en Palestine, affichent leur appartenance directe à l'organisation des frères musulmans. Entre ombre et lumière, faut-il avoir peur de cette organisation ? Amer al-Choubaki est spécialiste de la confrérie islamiste. Il préfère parler de lobby puissant et affirme que les frères musulmans ne représentent pas une menace terroriste. Les frères musulmans influencent bien sûr une partie des activistes musulmans en Europe. Mais ces mouvements, à mon avis, c'est un mouvement conservateur et je crois que dans chaque démocratie, on doit dialoguer avec les conservateurs. Ils n'ont pas un programme politique pour changer le pouvoir, même pacifiquement en Europe, mais ils ont peut-être un but de construire ou de former un lobby qui peut faire des pressions sur certains sujets sensibles. Leur journal étant interdit, les frères musulmans diffusent leurs messages par Internet. Le net est devenu une arme plus puissante que les prêches enflammées de la mosquée Al-Azhar. De jeunes blogueurs ont pour mission de faire du prosélytisme sur la toile. Abdel Melhem est l'un d'entre eux. À 27 ans, ce journaliste formé à l'école des frères a déjà fait de la prison pour ses idées. Il nous explique pourquoi les frères musulmans sont devenus très populaires chez les jeunes. Je suis frère musulman depuis l'enfance. Ce qui m'a attiré chez eux, c'est qu'ils pratiquent une activité qui n'est pas immorale. Plus jeune, on se rencontrait, on effectuait des travaux d'intérêt général. Nous étions polis, bien élevés par nos parents. Ce sont ces valeurs que nous avons retrouvées chez les frères musulmans. Ils ont les mêmes principes que nos familles et ils nous ont permis d'apporter notre contribution à la société et d'avoir un but dans la vie. Faut-il avoir peur d'une confrérie, à la fois lobby politique et société secrète, association caritative et soutien du terrorisme islamiste? La confrérie des frères musulmans mélange les genres et trouble l'opinion. Son influence grandissante et l'ambiguïté de son discours n'en finissent pas d'inquiéter les services antiterroristes du monde entier. Ce mois-ci, notre rubrique Autrement vu nous conduit au Pérou, dans les Andes. Yanacocha est l'une des plus grandes mines d'or d'Amérique latine. C'est aussi la plus rentable au monde. On pourrait penser, à en croire l'envolée du cours de l'or, que la région ne peut être que prospère. Et pourtant, seuls 8% des bénéfices demeurent dans le pays. Il ne reste plus aux riverains de la mine de Yanacocha qu'un environnement ravagé. Le lobby de l'industrie minière veut les expulser. 3 fermiers ont déjà été assassinés l'an passé. Mais Miguel García Hernández ne compte pas se laisser intimider. Je m'appelle Miguel García Hernández. Je suis péruvien. Je vis ici, à Apalina, dans la région de Caramarca. J'ai quelques têtes de bétail, des vaches, des porcs, des chevaux, des moutons, des cochons d'Inde et des poules. On cultive également la pomme de terre, les haricots et l'orge. Vous savez, le bétail, c'est ma seule source de revenus. Ma famille et moi n'avons rien d'autre pour gagner notre vie. Notre bétail est vraiment vital pour nous. Le problème, c'est que nos terres sont voisines de la mine d'or de Yanacocha. C'est une mine gigantesque, sur des kilomètres et des kilomètres. Chaque jour, les machines traitent et lavent des mètres cubes de terre. Et pour nous qui habitons juste à côté,
Les conséquences sont très graves. Pour laver le minerai et en extraire l'or, ils utilisent du cyanure. Personne ne sait exactement quelles sont les conséquences sur notre santé. Le cyanure est un produit chimique très toxique. Il cause d'importants dégâts à l'environnement. Il est dangereux pour tous les êtres vivants. À cause du cyanure, les sources se tarissent, les animaux dépérissent, et nous sommes de plus en plus souvent malades. Même si je pouvais m'approcher de la mine avec mes bêtes, je ne pourrais pas les y faire boire. L'eau là-bas est vraiment empoisonnée. Elle prend des fois des couleurs vert-jaune. C'est très dangereux d'en boire. Parfois, des animaux meurent en très peu de temps. Mais la mine ne pollue pas seulement notre eau. Elle pollue également le climat entre les habitants. Le problème de la mine nous divise. Il crée un sentiment de méfiance entre les riverains. Salut, ça marche? Il y a encore pas mal de policiers aujourd'hui. Ils m'ont demandé de dégager. Il y a même des employés de la mine qui viennent nous voir pour nous intimider. Ils nous disent que si nous, les paysans, on ne veut pas leur vendre nos terres, ils nous mettront la police sur le dos. C'est comme si c'était un crime de vouloir défendre notre eau potable. Un crime de vouloir défendre l'environnement. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis né ici, sur ces terres. Mes parents ont vécu sur ces terres, et mes enfants prendront ma suite. Bien sûr, on n'est pas bien riche, mais on se débrouille comme on peut. Regardez par exemple ma sœur et son mari. Ils habitent en ville, à Caramarca. Ils ont vendu leur terrain pour 500 €. Et maintenant, bien sûr, ils ont les 500 € de la vente, mais ça ne suffit pas. La vie est chère en ville, et ils sont devenus très pauvres. Il faut bien vous dire que je suis né ici, j'habite ici. On ne vit pas dans le luxe, mais avec ma famille, mes enfants, on se débrouille. Alors les gens de la mine me reprochent d'être contre le progrès, contre le développement. Le développement, qu'est-ce qu'ils y connaissent, ces gens-là? Pour moi, le développement, c'est cultiver honnêtement ma terre, m'occuper de mes bêtes. Ça nous permet de vivre sans détruire l'environnement. Et un jour, je pourrais léguer un petit pécule à nos enfants. Pour ces messieurs de la mine, il n'y a que l'or qui compte. C'est l'appât du gain qui guide leurs pensées. Ils se fichent de savoir si l'eau est polluée, si le bétail meurt ou si les plantes dépérissent. L'environnement, la santé, tout ça leur est complètement égal. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre du père Marco Zegara. Avec des avocats et son organisation de défense des droits de l'homme, il cherche à protéger les habitants des villages des propriétaires de mines. Ainsi s'achève cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. La semaine prochaine, Arte Reportage se plongera notamment dans la campagne présidentielle américaine. Nous avons voulu savoir ce que là-bas